Donc, cette semaine, nous allons avoir 8 temps d'enseignement ensemble. Les 7 autres temps vont être un sujet spécifique, l'alliance, l'amour, la sécurité émotionnelle, etc. Ce matin, c'est plutôt une introduction avec des principes fondamentaux. Donc, on va poser la fondation pour le restant de la semaine, OK? Fondation. Les gars, petit témoignage, je ne suis pas le gars le plus manuel sur la planète Terre, OK? J'ai gagné ma vie avec ma bouche depuis que je suis tout jeune. Quand ça vient à la construction, je suis 10 pouces. Si le voisin vient pour emprunter des outils, je dis, veux-tu avoir le marteau ou le tournevis? C'est à peu près tout ce qu'il y a chez nous. Si je ne suis pas capable de le whacker ou le visser, là. Mais je suis assez brillant pour savoir que dans la construction, si on veut avoir une maison solide, un bâtiment solide, ça prend une fondation solide, n'est-ce pas? Quelqu'un de bien plus sage que moi a dit ça il y a 2000 ans. Il s'appelle Jésus. Il a dit, le sage sur le roc a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison. Donc, ce matin, on pose une fondation pour un mariage épanoui avec 6 principes fondamentaux. Vous êtes prêts? Numéro 1. Donc, numéro 1, afin d'améliorer la qualité de votre mariage, il faut travailler sur soi-même. Il faut changer soi-même. Afin d'améliorer votre mariage, il faut changer soi-même. Tout un début, lundi matin à 10h25, n'est-ce pas? Une belle place pour commencer. Afin d'améliorer la qualité de votre mariage, il faut changer soi-même. La tendance universelle dans chaque couple, dans chaque mariage, dans chaque relation, quand ça va mal, quand on est en crise, on veut changer l'autre. Et c'est faux. L'autre doit travailler sur lui-même. On vient de chanter le fameux chant évangélique « Change son cœur, Seigneur, purifie-le ». Il y a beaucoup de femmes au Québec qui chantent ce chant régulièrement, « Change son cœur ». On est devenu tellement bon là-dedans, pas juste dans le mariage, mais en général, que même le dimanche matin, lors des prédications, on écoute pour l'autre. On entend un principe et on dit « Oh, ça serait bon pour mon beau-père, ça, là. » On écoute pour soi-même. Si on veut améliorer la qualité de notre mariage, il faut changer soi-même, OK? On fait la relation d'aide régulièrement chez nous, Cathy et moi, plusieurs fois par semaine. Il y a des couples qui viennent et on commence toujours ces sessions-là avec une petite question au tout début. On leur demande, d'après vous, quel est le problème au sein de votre relation? Et 99,999% du temps, ils répondent à cette simple question en disant « Et c'est faux. C'est faux. Chacun doit travailler et chacun a sa part des choses à faire. Et ce matin, au début de la semaine, au camp des boulots ensemble, on dit « Écoute pour soi-même aujourd'hui. » Demandez au Saint-Esprit de travailler sur ton cœur. Si toi, en tant que mari, tu travailles sur ton cœur et toi, en tant qu'épouse, tu travailles sur ton cœur, le mariage va bénéficier, n'est-ce pas? Va être le gagnant de cela. OK? Donc, ça veut dire qu'on ne joue pas au coude cette semaine. Nous autres, en avant, on voit tout, hein? On dit des choses, puis on voit ça souvent dans nos conférences, OK? Au hockey, ça coûte 2 minutes, des fois 5 si c'est sévère, là. Ici, ça coûte très cher, là. On ne joue pas de coude, là, OK? On écoute pour soi-même. Ce principe serait vrai
Peu importe où les Kramer l'ont trouvé, même dans un livre en quelque part, dans la bibliothèque, on fait la route de Terrebonne à Camp-des-Bouleaux, on l'affiche, ça serait vrai, mais ça c'est beaucoup plus que des simples paroles sur un écran ce matin. S'il y a quelqu'un dans cette pièce ce matin qui sait que c'est vrai, c'est bien moi. OK? On vous a dit hier soir qu'on est allé en thérapie en 2008 pour notre couple. Et moi, je suis arrivé pour cette thérapie en Ontario avec 15 pages de notes écrites à la main comme un avocat, avec les dates, avec les détails de toutes les fautes, de tous les manquements et de toutes les faiblesses de Cathy. 15 pages. 10 décembre, 16h30, je rentre du travail. Elle ne me dit pas bonjour, elle ne me donne pas un bec, elle commence à chialer. Tout était écrit. Tout était écrit. 15 pages. J'étais prêt pour la semaine de thérapie. Je ne suis pas dans une église, je suis dans un lieu chrétien. J'étais prêt à clouer ses fesses au mur et montrer à ce couple de thérapeutes que Cathy était le problème dans notre mariage. J'avais mes 15 pages sur mes jambes. On a commencé lundi matin à 9 h avec une prière. Et à 9h02, ils ont commencé notre semaine de thérapie en disant « You change your marriage by changing yourself. » Tu changes ton mariage en changeant toi-même. Fait que regarde pas à l'autre, regarde à toi-même. Subtilement, j'ai pris mes pages. Je les ai mis en bas de ma chaise et ces notes ne sont pas ressorties de la semaine. En effet, je les ai brûlées mercredi matin avec d'autres choses qu'on va vous raconter cette semaine, parce qu'au début de la semaine, le Saint-Esprit a dit, regarde à toi-même, travaille sur toi-même. Donc, notre premier principe ce matin, c'est que si on veut améliorer la qualité de notre mariage, il faut changer soi-même. Ça va? Numéro 2. Donc, le deuxième principe, c'est pour avoir un mariage épanoui, les deux époux doivent investir temps et effort. OK? Donc, pour avoir un mariage épanoui, les deux époux doivent investir temps et effort. Et ce que ça veut dire investir, ça veut dire y travailler. OK? Donc, souvent, on trouve que quand ça vient au sujet du mariage, que les gens ne veulent pas nécessairement travailler sur leur mariage. Quand tu te maries le jour du oui, je le veux, aucune espèce d'idée. Et on entre dans le mariage, pas avec cette idée-là qu'il faut travailler sur le mariage. On pense plutôt, on veut travailler très fort sur l'avancement dans notre carrière. On veut travailler sur notre éducation, sur les rénovations à la maison, sur notre conditionnement physique, notre santé, notre portfolio financier aussi. On veut travailler très fort. Dans le temps, c'était Jerry qui travaillait sur son élan de goth. Oui. Ça, c'est pas mal perfectionné. Maintenant, c'est ses coups de pickleball. Ceux qui connaissent le pickleball, donc ça, c'est le nouveau. Mais on ne veut pas travailler sur notre mariage. On veut plutôt que ça soit naturel, n'est-ce pas? On aimerait ça revenir du travail, puis trouver qu'on peut relaxer, puis que ça puisse être très smooth, la vie. Mais on a une amie, une très bonne amie, Elisabeth, puis elle a dit, quand on lui a partagé ce principe-là, elle a quasiment appliqué une petite crise. Elle dit, moi, je ne veux pas travailler sur mon mariage. Je travaille 40 heures par semaine, puis je veux revenir à la maison, puis je veux que mon mariage soit comme des vieux pantoufles là, qu'on rentre dedans, puis on est confort. On veut que ça soit confortable. Mais on a dit, Elisabeth, regarde, ces pantoufles-là là, qui sont bien usées, ça a pris du temps pour qu'ils soient travaillés comme ça, pour que ça soit confort. Moi, je lui ai dit, Elisabeth, tu veux que ça soit naturel, que ça va bien naturellement. Comment ça peut être naturel?
On prend 2 personnes de 2 familles différentes, de 2 arrière-plans différents, avec 2 personnalités différentes, 2 systèmes d'éducation différents, avec des personnalités fortes, des opinions fortes, 2 pécheurs, 2 personnes égoïstes, de nos jours, de plus en plus, 2 cultures différentes. On met ça ensemble, elle met une robe blanche, lui il met cravate, veston, là, puis on dit que le Seigneur vous bénisse et tout va aller naturellement. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Rien. Savez-vous ce qui est naturel? Tout à fait naturel, qui ne prend aucun travail. Ce qui est naturel, c'est qu'avec le temps, avec les années, avec les obligations, avec les préoccupations, avec tout ce que nous avons à faire, avec les enfants, avec tout ce qui est dans notre vie, avec le temps, ce qui est naturel, c'est que automatiquement, sans aucun travail, je vais me blesser ici bientôt, là. OK? Ce qui est naturel, c'est qu'on s'éloigne l'un de l'autre émotionnellement, naturellement. Et si on veut contrarier cette tendance naturelle, il faut investir temps et effort, il faut y travailler intentionnellement. Travailler sur la qualité de notre mariage. Et ça semble être wow pour beaucoup de chrétiens, là. Non, on veut que ce soit naturel. Il n'y a rien de naturel. Félicitations, sérieusement, que vous avez pris une semaine parmi les 52 semaines de 2024 pour venir au camp des boulots pour travailler sur la qualité de votre mariage. Félicitations. Mais ce n'est pas juste une semaine par année. C'est tout le temps là, qu'il faut investir régulièrement. Ça veut dire discuter, ça veut dire fermer la télévision, fermer la radio, prendre des marches, parler des sentiments. Oh, des sentiments des gars, là. Des sentiments, là. Moi, je viens d'une famille, là, que les hommes n'étaient pas supposés d'avoir des sentiments, ils étaient supposés de travailler et fournir. OK? On vient de cette génération-là. Et Cathy me disait des fois, Jerry, comment tu te sens concernant le fait qu'Alain s'est moqué de toi au match de Balmol la semaine dernière? Puis j'ai dit, oh ouais, je vais te dire ce que je vais faire là. À la prochaine game, là, je vais aller lui dire... Oui, non, c'est pas ça, Jerry. Ça, c'est ce que tu vas faire. Mais comment... Arrête de me couper. Je t'ai dit que je vais aller lui dire, non, ça c'est ce que tu vas faire. Comment tu te sens, Jerry? Comment tu te sens? Comment je me sens? Je n'ai pas de sentiments. Mon nom est Spock. C'est quoi ça, des sentiments, là? En tout cas, là, après notre thérapie, là, quand tu es arrivé là, avec un roux des sentiments, là, en tout cas, là, c'était comme ça, avec plein de couleurs. Là. Je pense qu'il y avait 264 sentiments. Ah! C'est quoi cette affaire-là? Là? En tout cas, les femmes, ils connaissent ça par cœur. Là. C'est comme... en tout cas, il faut parler, passer du temps. Date night, en bon français. Une fois par semaine, aller en date night, là, OK? Le but de ça, c'est fun. Fun. Parler, plaisir, OK? Juste date night. Pas de téléphone, pas de ci, pas de ça, OK? Puis les gars, un peu de créativité, là, OK? Pas juste des cinémas puis des restaurants. Trouver des idées, là, bien créatives, là, pour rajouter du fun. Il y en a qui ont des jeunes enfants, ils disent date night, là, je pense que ça fait 5 ans, on n'a pas eu un date night, là. On connaît cette saison de la vie, OK? Date night, du fun. On était au camp des boulots il y a quelques années, on a parlé de ça, date night, de l'importance de ça, d'avoir des sorties là, pour s'amuser. Il y avait un gars qui a dit, j'ai eu un date night avec ma femme dernièrement. J'ai dit, ah oui, c'était quoi? Il dit, je suis allé chez Walmart, j'ai acheté 2 ratons, là, puis... râteaux, là, excuse-moi, râteaux. Puis on a fait des feuilles dans le cours, là, au mois d'octobre, là. J'ai donné des sacs en plastique, là. J'ai dit, ça, c'est une corveille. Ça, c'est pas un date night, là. J'ai dit,
À moins que vous avez fait l'amour dans les feuilles après, là, ça compte pas comme un date night, là, OK? Vous ne saviez pas ce que vous allez recevoir au camp des boulots quand vous vous êtes inscrit avec des Kramer, là, OK? Attachez vos ceintures, là. Investir du temps. Investir du temps. Travailler sur la qualité de notre relation. Les prédicateurs, les conférenciers aiment tellement avoir des illustrations pour illustrer un point dans la vie. Hein? Les prédicateurs, oh, ça c'est précieux, là. Mais ce principe-là, on l'enseigne depuis bien des années. Les Marinots l'ont entendu en 2012. Et dernièrement, il y a, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, j'ai vu sur Facebook une petite illustration. J'ai dit, c'est exactement ce qu'on enseigne, là. Même la science, même la nature prouve le même point. Il y a quelques années, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Écosse. On est allé en Nouvelle-Écosse dans l'océan Atlantique. On a pris 2 contenants en métal, on dit en anglais des containers, là. On a écrit sur une feuille, si vous trouvez ce contenant, contactez-nous à telle coordonnée. On les a scellés, on les a droppés dans l'océan Atlantique à 3 pouces l'un de l'autre. Puis on a décidé de laisser les courants de l'océan les pousser puis voir ce qui allait arriver. Savez-vous ce qui est arrivé? Au bout de 4 mois, on en a trouvé un à côté de l'Afrique du Sud et l'autre à côté de Costa Rica. Si vous êtes comme la majorité des Québécois, pas bien fort en géographie, je peux vous dire que ça c'est très, 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 très loin l'un de l'autre. Les courants les ont poussés et ils sont allés comme ça. Et ça, c'est une illustration de la vie. Les courants de la vie, là, occupation, travail, tout. On vit dans une société qui est anti-Dieu et anti-mariage. Et les courants de la vie, là, si on veut travailler contre cette tendance, il faut investir temps et effort. Gary Thomas, dans son livre Le mariage sacré, le Sacred Marriage, il dit ceci: un mariage en santé, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tout simplement. C'est quelque chose que nous forgeons ensemble en y travaillant intentionnellement. Donc, c'est vraiment d'être intentionnel dans ce qu'on fait. Je pense qu'il y a aussi cette citation-là que tu peux lire, Cathy. Oui. Donc, les relations ne continueront pas à être bonnes seulement parce que 2 personnes s'aiment, sont compatibles et ont parti sur le bon pied. Nous autres, on a dit, OK, on a le Saint-Esprit, on est chrétiens, ça va bien aller. Au contraire, les relations laissées à elles-mêmes ont tendance à s'épuiser, briser et ultimement se désintégrer. C'est la loi de l'entropie. Alors, pour garder nos relations en bonne santé, nous devons constamment y pomper de l'énergie nouvelle. Et c'est ce que vous faites cette semaine. Bon. Numéro 3. Donc, troisièmement, c'est que le pardon est un élément clé de chaque mariage épanoui. OK? Le pardon est un élément clé, absolument essentiel dans chaque mariage épanoui. Voici une déclaration absolument renversante pour beaucoup de chrétiens, mais qui ne devrait pas être une grande surprise, même si c'est une triste réalité. Les personnes qu'on va blesser le plus souvent dans cette vie sont celles qui sont les plus proches de nous, n'est-ce pas? La personne que j'ai blessée le plus souvent et le plus profondément est malheureusement Cathy. Pourquoi? Parce qu'on vit en proche proximité à tous les jours. OK? Voulez-vous faire un test de ça rapidement ce matin, là? Très rapide, là? Levez la main bien haut, là, si vous êtes en chicane présentement avec la madame qui vend des pantalons chez Walmart, là, ou le petit kid qui vend le Journal de Montréal au dépanneur. Non, c'est ça. Parce que vous rentrez là, vous dites 34 de taille, des blue jeans, s'il vous plaît, là, puis vous n'avez pas de relation. Mais quand on vit en proche proximité, là, on va s'offenser. On va se blesser. C'est inévitable.
Dans chaque mariage, on va se blesser. C'est inévitable. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment pardonner. Quelqu'un m'a demandé ce matin si on fait des cours de préparation au mariage. La réponse est oui. Il y a quelques années, on faisait un cours de préparation au mariage avec 2 jeunes très engagés, de bonnes familles chrétiennes, avec notre église à Terrebonne. Dans la 3e leçon, j'ai dit à Cathy, au début, là, je vais leur lancer une belle courbe, là, suivez-moi là. Fait que, ils s'installent sur notre sofa, puis je leur ai dit, racontez-nous un épisode dans vos fréquentations jusqu'à date où vous avez eu une dispute, une chicane. C'était quoi le sujet et comment est-ce que vous avez réglé? Comment vous avez géré ça? Quand on a posé la question, ils nous ont regardés. Ensuite, ils se sont regardés en battant des yeux, comme des anges. Ils nous ont regardés de nouveau. Ils se sont regardés encore en battant des yeux. Ils nous ont regardés. Ils ont ouvert les bouches simultanément, puis ils ont chanté « Nous autres, on ne se chicane pas ». Moi, j'ai dit, dans ce cas-là, je ne vous marierai pas. Et j'étais 3/4 sérieux et 1/4 blague. OK? J'ai dit, vous allez avoir des disputes. Vous allez vous offenser. Et si vous ne savez pas comment vous pardonner réellement du fond du cœur et comment gérer ces disputes-là et avoir une résolution de conflit au sein de votre... Vous êtes dans des eaux troublées. Et ensuite, quand on a dit ça, elle a dit... Oh oui, je me souviens, à Noël l'année passée, là, j'étais vraiment pas contente. Bien, juste la semaine dernière, au magasin de peinture, là, dans le stationnement, là, toutes sortes d'incidents ont sorti là, tout d'un coup. Là. Mais ils pensaient que la réponse politically correct devant un pasteur était « Nous autres, on ne se chicane pas. » Ah ouais? Dans chaque couple, on va s'offenser. 10, 20, 30, 40, 50 ans de mariage, on va s'offenser et il faut savoir comment pardonner. Mais par pardonner, on veut dire un vrai pardon. Parce que dans nos églises évangéliques de nos jours, on pratique un pardon intellectuel, c'est-à-dire un pardon du cou en haut. Je te pardonne avec ma tête. Parce que les Écritures disent qu'il faut se pardonner. Jésus me dit il faut que je te pardonne, donc je te pardonne. Mais on ne visite jamais nos tripes, nos intestins. Est-ce que vous saviez que le mot cœur, chaque fois que vous lisez dans le Nouveau Testament le mot cœur, la traduction de ça, la vraie traduction, c'est les intestins. Pour les Juifs, pour les Hébreux, le siège des émotions, c'était des intestins, nos tripes. Donc, j'ai une nouvelle à vous annoncer. À Saint-Valentin, on devrait s'envoyer des intestins et non pas des cœurs. OK? L'offense et la douleur émotionnelle est siégée ici, dans nos tripes. Et si je pardonne du cou en haut, je n'ai pas légitimisé ma douleur. Et il faut aller là. J'ai vécu pendant 25 ans comme chrétien, comme pasteur, avec une attitude envers mon beau-père. Je l'aime parce que Jésus me dit de l'aimer. Je la haïs. Je l'aime, je la haïs. Je l'aime, je la haïs. C'est fatigant, ça. 25 ans de temps, là. Après notre thérapie, j'ai fait un processus de pardon à partir des tripes, où j'ai écrit sur une feuille tous les incidents où il m'avait blessé.
Et je l'ai donné ça à Jésus. Et dans la lettre, je l'ai blasté, là. J'ai dit, tu étais injuste envers moi. Je l'ai traité de toutes sortes de noms. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, parce que Jésus m'a pardonné, je choisis de te pardonner et je te couvre avec le sang de Jésus. Et ensuite, tu le brûles. Tu ne le donnes pas à l'autre personne. Tu le donnes à Jésus et tu le brûles. Et on a fait ce clean-up-là dans notre cœur l'un envers l'autre et envers d'autres personnes. Oui, sans ça, on n'aurait pas été capable de rebâtir notre relation. Parce que ça aurait été rebâti sur un dépotoir de déchets, de choses non pardonnées. Mais là, nous allons passer toute une seule session sur le pardon. Donc, je pense qu'on peut aller à... Le lundi matin de notre thérapie, on a raconté notre histoire, puis le lundi soir, ils nous ont demandé de se pardonner avec ce processus-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et comme Cathy a dit, on va l'expliquer là, un petit peu plus tard cette semaine. Mais je vais juste citer la citation de Ruth Graham Bell. Si je dis Ruth Graham, elle est l'épouse de Billy Graham. Elle a dit, un mariage en santé, un mariage épanoui, c'est l'union de deux personnes qui sont des experts dans le domaine du pardon. Je le répète, un mariage en santé, un mariage épanoui, c'est l'union de deux personnes qui sont des experts dans le domaine du pardon. Mais attends un peu, Jerry, là, tu as dit que c'est Ruth Graham qui a dit ça. Elle n'est pas mariée avec Billy Graham. Oui, elle est mariée avec Billy Graham. Et elle nous dit qu'il y avait beaucoup de fois dans leur relation où il fallait se pardonner profondément. OK? Donc, le pardon est un élément clé de chaque mariage épanoui et on veut dire un pardon sincère du cœur. Je veux juste dire, on avait parlé de Serge et Lynn Mouloin qui se sont divorcés, puis ensuite, Jerry les a remariés en 2014, je crois, il y a 10 ans. Et c'est ça, ils vont être avec nous demain soir. Mais je veux juste dire qu'ils avaient fait beaucoup d'heures dans la relation d'aide, puis au bout de ça, le conseiller leur a dit, mais maintenant, vous pouvez retourner ensemble. Et Lynn, elle a dit non. Je ne peux pas retourner avec lui, je ne suis pas prête. Et c'était vraiment qu'on avait pris du temps avec eux, puis elle a fait ce processus-là de pardon, comme on va vous proposer cette semaine, qu'elle a pu vraiment tout gérer qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement, puis elle a pu envisionner qu'ils retournent ensemble. Donc, c'est tellement important. Numéro 4. Numéro 4, le mariage égale nous et non pas de moi. OK? Le mariage, un mariage solide dans vos notes égale nous et non pas de moi. Donc, de nos jours, on entend de plus en plus, et je l'ai entendu déjà parmi vous, on parle de mon enfant, ma fille, mon fils, ma maison, ma voiture, mon compte de banque. On parle beaucoup avec un langage individualiste, n'est-ce pas? C'est mon et ma. Et quand on fait ça, on est en train de copier un peu l'attitude de notre société où le mariage est de plus en plus individualiste. C'est deux individus qui se mettent ensemble et on appelle ça un mariage. Il faut changer de programme. C'est nous. Dernièrement, quand je dis dernièrement, je ne sais pas, il y a quelques années, on était invités pour dîner après le culte le dimanche par un couple de notre église. C'est nos bons amis, là. Lui, il dirige des louanges, là. On est tête avec eux, là. On a dit, oui, moi j'ai des choses à faire après le culte. Ils ont dit, on va partir, on va vous attendre, on va préparer des choses. Vous pouvez venir dans 20-25 minutes. Fait qu'on a suivi. On arrive chez eux 20 minutes plus tard, on sonne à la porte. Ils ont dit,
La porte est ouverte, rentrez. Fait qu'on rentre, ils nous attendent tous les deux là, en haut de la marche. Là. Puis elle dit, « Bienvenue dans ma maison. » J'ai dit au gars, « T'habites pas ici, toi? » Ils nous ont regardés vraiment bizarrement là, en disant, « As-tu eu un accident d'auto en s'en venant, Jerry? As-tu cogné la tête, là? Tu sais que j'habite ici, là? » J'ai dit, « Mais pourquoi c'est sa maison, d'abord? » Mais on le fait même sans le savoir. Aujourd'hui, mon fils, ma fille, tout le temps, OK? C'est notre. Moi, j'ai appris ça à l'école des coups durs, OK? J'étais l'aumônier des Alouettes et c'était avant notre thérapie. Et on était, après une étude biblique, dans un petit cercle d'hospitalité, là, de communion fraternelle, un mini-cercle. Anthony Calvillo est là, Mark Washington est là, Terry Baker, notre butler, est là. Et on parle, puis je veux impressionner les gars. Hein? Fait que je dis aux gars, est-ce que vous savez que mon fils, il joue pour les Redmen de McGill? Et quand je leur ai dit « mon fils », Cathy m'a saqué un coup de coude bien plus fort que ça, là, OK? Elle était gentille ce matin, là, OK? Mais ce qu'il faut savoir, là, OK? Check bien ça, là. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. On peut mettre du bleu là-dessus, là, puis jouer au billard, là. Ça devrait être enregistré à Ottawa comme une arme, OK? C'est que... Elle a des coudes, là, OK? Quand on était au nord avec les Inuits il y a 2 ans, là, j'ai dit, je pense que je pourrais tuer un caribou avec ça, là. Cathy, elle m'a saqué un coup de coude, là, comme ça, là, devant les Alouettes, là. Je fais, « Ouh! Pourquoi tu fais ça? » Bien, je dis, moi, j'étais là quand cet enfant-là était conçu. Oui, je me rappelle de ça, ça en prend 2, là. Bien, pourquoi tu me frappes avec ton coude, là? Mais là, moi, j'ai presque failli mourir là, quand cet enfant-là est né. Oui, c'est vrai, c'était un accouchement difficile, mais pourquoi tu me frappes? Mais quand tu dis mon fils, là, c'est comme si moi, je suis invisible. Ah! Et j'ai jamais oublié cette leçon-là, là. De temps en temps, même cette semaine, peut-être vous allez m'entendre dire « Et notre fils », parce que je me rappelle de ça, là, OK? Mais c'était une bonne leçon d'apprendre à utiliser ce langage de nous. Et c'est pas juste au niveau des enfants ou n'importe quoi, là. C'est une mentalité qui nous aide à maîtriser nous. On prend des décisions ensemble. C'est notre argent ensemble. Il y a des jeunes couples chrétiens qui viennent chez nous, là, puis ils ont des comptes de banque séparés. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Oh, mais quelqu'un nous a dit de faire ça parce que les lois au Québec... Notre argent. Il y a un couple qui est venu, puis ils ont dit, on se chicane sur des finances tout le temps. J'ai dit, mais on va la discuter, là. Lui a dit, quand on divise notre argent de poche, dans leur cas à eux, elle faisait un salaire qui était 3 fois supérieur à son salaire. Ce n'est pas tous les couples, mais dans leur cas à eux, elle faisait 3 fois plus d'argent. Fait que quand ils faisaient l'argent de poche, elle avait 3 fois plus d'argent que lui quand il faisait ça. J'ai dit, madame, ça ne marche pas, là. C'est votre argent, puis on split ça, là, égal. Elle a dit, non, tu ne comprends pas. J'ai dit, non, je comprends, madame. Là. J'ai dit, attends un peu, là. Je vais te poser une question. Elle a dit, OK. J'ai dit, plus tard, est-ce que vous planifiez avoir une famille? Elle a dit, oui. Des enfants? Oui. Est-ce que tu vas arrêter de travailler? Elle a dit, oui. J'ai dit, donc, dans ce temps-là, tu n'auras rien. Puis lui, il va, non. Exactement. Ça ne marche pas comme ça. C'est notre argent. C'est nos enfants. C'est notre. Et quand on change notre langage, ça change notre mentalité. Quand on change notre mentalité, on change notre langage. Et de plus en plus, ces 2 individus. Il y a un jeune couple qui est venu chez nous, là, marié depuis 2 ans. Les 2 venaient de familles chrétiennes. Les 2 étaient des gradués de l'école biblique au Québec. Donc, on dirait assez solide,
sur la surface, en tout cas, là, 2 ans de mariage, ils parlaient de divorce. On a dit, c'est quoi le problème? Elle part avec une boîte de Kleenex en pleurant, elle dit, je vais vous dire c'est quoi le problème. C'est que chaque vendredi soir et chaque samedi soir, il arrive du travail avec ses chums avant notre mariage, il mange rapidement et ensuite il s'installe puis joue aux jeux vidéo là, jusqu'à 2 heures du matin. Puis moi, je me couche tout seul là, à 10h30, puis à broyer. J'ai regardé le gars, je voulais le gifler, mais je ne l'ai pas fait, là. Ça me tentait, là, mais j'ai gardé mes mains en arrière, puis j'ai dit, « Ah oui? » Il dit, « C'est quoi le problème? » J'ai dit, « C'est quoi le problème? » Le problème, c'est que ça, c'est une vie individualiste. Ça, c'était ta vie avant d'être marié. J'ai dit, le problème, c'est que ça, c'est un comportement d'un célibataire. Non. En effet, c'est le comportement d'un gars de 9 ans, OK? Et aujourd'hui, tu es marié. Et il faut former un nous, un nous. Il m'a dit, je me suis marié pour avoir du sexe et être correct aux yeux de Dieu. Wow! Wow! C'était 2 individus complètement là, comme ça, là. Et ce n'était pas un nous. Nous. Il faut développer cette mentalité de nous. Donc, tout ce principe-là, pour avoir un mariage solide, égale nous, OK, et non pas 2 mois, c'est toute l'idée de l'unité. OK? Donc, on va démontrer l'unité dans notre langage et aussi dans nos activités ou notre vie ensemble. Dans la cérémonie de mariage, ça parle de, tu sais, ils vont bâtir une maison ensemble. Quand je dis une maison, mais c'est une vie ensemble. OK? Et notre vie ensemble, on doit vraiment communiquer cette unité-là et travailler sur cette unité-là. Il peut y avoir même, je dirais, dans nos difficultés, on peut même partager nos difficultés peut-être avec d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent être un danger à l'unité de notre couple. Okay? Dans notre cas, à nous, là, c'était mon père que je partageais beaucoup nos défis, là, nos tensions avec mon père. Et mon père prenait pour moi et non pas pour nous. OK? Donc, ça causait une division entre nous dans notre mariage. Donc là, il faut faire attention quand vous partagez, que vous vous assurez que les gens avec qui vous partagez vos difficultés, que ces gens sont pour vous et non pas juste pour toi. OK? Parce qu'aujourd'hui, comme Cathy dit, là, si tu racontes tes problèmes là, au bureau, là, les personnes vont dire « Mais il est un loser depuis le début, sac ton camp. » là. Ils ne sont pas pour vous, ils sont pour toi. Et ça, c'est néfaste pour le couple. Donc, nous, le mariage égale nous et non pas de moi. Il y a des exceptions, petites exceptions, très petites à ce nous-là, OK? On comprend très bien que c'est son sacoche et ma chemise, OK? Ça, on comprend là. Mais nos enfants, notre maison, notre voiture, notre argent, etc., c'est nous. Il y avait aussi une autre exception, c'était son chien, OK? Je voulais rien savoir. Ils sont arrivés un jour, là, est-ce qu'on pourrait avoir un chien? Elle puis Rebecca, là, elle dit oui, je ne m'en occupe pas, je ne le promène pas, je n'y touche pas, c'est votre chien. Et c'est ça. On a coexisté, moi et ce chien-là, pendant 10 ans. Là. Ça a l'air qu'à un moment donné, là, au bout de 6-7 ans, là, pendant un film, un vendredi soir, là, quand les enfants étaient là, pendant le film, je commençais à flatter le chien. Ils ont dit « Pah! Oh, whatever! » Peut-être qu'ils m'ont drogué, là, je ne sais pas. Là. Je ne me rappelle pas trop de ça. Là. Tu te souviens que c'était ton idée d'avoir le chien? Mon idée. Avec les critères, là, c'est ça. C'est où la citation? Est-ce que c'est écrit notre fameuse Ted Cunningham? Ted Cunningham, c'est un orateur sur le mariage qu'on aime bien. Il vient des États-Unis, là. Puis on l'entend à Nashville tout le temps.
Il a dit ceci, c'est mieux en anglais qu'en français, mais je vais le rendre. Il a dit, chaque mariage est un duo, comme dans la chanson, là, OK? Un paire, un duo qui doivent s'entourer des vocalistes en arrière qui les soutiennent merveilleusement, OK? Every marriage is like a duo that needs great backup singers. Mais c'est ça. Les gens qui nous entourent, notre Église, nos amis et d'autres doivent être pour nous et comme ça va solidifier. Là. Numéro 5. C'est bien. Donc, numéro 5, ta perspective d'une situation n'est pas tout la vérité. N'est pas tout le portrait. N'est pas, c'est ça, mais n'est pas tout le portrait, ni nécessairement toute la vérité. C'est simplement ta perspective ou ta réalité et ton époux ou épouse a la sienne. OK? Donc encore, ta perspective d'une situation n'est pas tout le portrait, ni nécessairement toute la vérité. C'est simplement ta perspective, ta réalité et ton époux ou épouse a la sienne. Quand les gens viennent nous voir en relation d'aide, on commence toujours là. OK? On leur dit, pendant qu'on parle dans les semaines à venir, souvent, vous allez avoir des perspectives différentes et c'est correct. C'est correct. OK? Cathy et moi, on a copyright à Ottawa, un petit dicton. C'est pas vrai qu'on a copyright, mais on devrait l'avoir, là. OK? On regarde la vie à travers nos propres lunettes, OK? Et c'est comme ça qu'on voit la vie. Et on ne peut pas la voir autrement que comme ça. Mais notre perspective n'est pas toujours sa perspective, n'est-ce pas? Et c'est correct, OK? Je vous donne des exemples bien stéréotypiques, là. Un couple s'assoit devant nous, puis elle va dire... Moi, mon mari, il travaille tout le temps. Puis il ne fait rien ici, là. Il travaille ailleurs, mais ici, il ne fait rien, là. Il arrive, il descend dans la cave, il écoute les Canadiens, puis il ne fait rien. Puis quand elle dit ça, lui, il dit, c'est pas vrai. OK? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? À ce moment-là, on ne veut même pas savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qu'on veut savoir, c'est que ça, c'est sa perspective à elle. C'est ce qu'elle vit présentement. Ça, c'est important pour nous comme conseillers. Lui, il va dire, j'ai bien l'impression que ma femme dépense 4 fois plus que ce qu'on gagne là. Hey, c'est pas vrai. OK? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Pas important. Ce qui est important, c'est que ça, c'est sa perspective, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il ressent présentement. Et là, on va s'attaquer au problème. OK? Donc, ta perspective n'est pas tout le portrait, ni toute la vérité, c'est simplement ta façon de voir le problème. Donc, quand on a des perspectives différentes, et Cathy et moi, on est rentrés dans le mariage, et aujourd'hui, 43 ans plus tard, on a des perspectives différentes sur différentes choses, OK? Voulez-vous avoir une petite liste? Petite liste. Des films. Oui, choisir un film, là. Oh, que c'est pénible. Oh boy, là. OK. Les sports. La discipline des enfants. Le meilleur chemin pour aller chez Jean Coutu. OK. Certaines pratiques sexuelles et d'autres choses. On a des perspectives différentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des perspectives différentes? Il faut savoir comment prendre des décisions gagnant-gagnant. Ça, ce n'est pas dans vos notes, mais il y a des espaces en dessous, là. Win-win solutions, win-win decisions. Des décisions gagnant-gagnant. OK? C'est quoi ça, gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant, il n'y a personne qui perd là-dedans. On arrête parce que c'est important, OK? Ce que les couples font d'habitude, OK? Là, je vais blasphémer au camp des boulots ce matin, là, OK? Ils font des compromis. Ça, c'est un blasphème, OK? Compromis.
Compromis. Compromis, ce n'est pas une décision gagnant-gagnant, ni une solution gagnant-gagnant. C'est un compromis. OK? Les Québécois, vous avez une langue assez spéciale quand ça vient au dicton. Est-ce que vous savez ça? Les Français aussi, en passant, là. OK? Et quand on apprend la langue comme adulte, mais on apprend toute la langue, OK? Ça commence avec la conjugaison des verbes, ensuite les subjonctifs, puis ensuite les dictons et d'autres choses, n'est-ce pas? Fait que 2 anglophones de l'Ouest, on apprend ça, puis il y a une expression dans la langue française qui est la plus curieuse au monde, OK? C'est toujours utilisé dans un sens positif, comme une bonne chose, quand en réalité, je ne comprends rien. OK? Vous savez c'est quoi? Les deux ont mis de l'eau dans leur vin. Et donc, c'est une bonne chose. Vraiment? Savez-vous ce que vous avez maintenant? Vous avez dilué là, un bon vin, là. De mettre de l'eau dans notre vin, ce n'est pas une solution, là. Cathy a dit? Oui, nous proposons que vous mettez le vin dans l'eau. C'est ce que Jésus a fait. Comme Jésus, il a mis du vin dans l'eau, là. Oh, c'est pas pire, ça, là. C'est bon. OK? De mettre de l'eau dans notre vin, c'est un compromis. Il y avait une couple là, qui est venue chez nous, là, qui ont dit, on se chicane sur tout. Tout. Name it, on se chicane, là. J'ai dit, mais ça ne nous aide pas, là. Il faut nous donner des exemples. On est tellement maganés, là, qu'on se chicane même sur Noël. On a dit, nous autres, on a déjà passé par là. Essayez, là. Ils ont dit, non, on ne parlera pas de ça parce qu'on a trouvé une solution pour ça. J'ai dit, ouais, c'est quoi la solution? Ils ont dit, mais on avait 2 façons complètement différentes de voir et de célébrer Noël. Et que ce qu'on a décidé de faire, c'est que un an, on le fait de ma façon, l'autre année de sa façon, l'autre année de ma façon, l'autre année de sa façon. Donc, j'ai dit, ça veut dire qu'à chaque année, quelqu'un est full fruit et les enfants sont tous mêlés. Ils ont dit, oui, c'est ça. Ça, ce n'est pas une solution. OK? Une solution gagnant-gagnant, c'est qu'on commence en expliquant notre perspective à l'autre personne. Et la première étape, les gars, vous êtes prêts? C'est de vouloir écouter et comprendre la perspective de l'autre. Et quand on vient en conflit, ou même, ça n'a pas besoin d'être un conflit, ça peut juste être des perspectives différentes sur une situation. Est-ce qu'on veut écouter et comprendre l'autre? Non. On veut faire valoir notre point, n'est-ce pas? On se place en position d'attaque. OK, je vais te prouver que ma façon est meilleure. Ça, ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est de vouloir comprendre sa perspective. OK? Et une fois qu'on fait ça, que les deux font ça, on essaie de trouver une solution gagnant-gagnant. Je pense que plus tard cette semaine, on va vous donner des exemples plus concrets, OK, bien des exemples où on l'a fait. Et quand on est arrivé à une solution gagnant-gagnant, les deux sont parfaitement en accord. Vous êtes correct avec ça? Oui. Moi, je suis correct avec ça. Je suis bien avec ça. OK? Donc, c'est vraiment la clé de trouver des solutions gagnant-gagnant. Est-ce que tu avais de quoi rajouter? Bien, Certainement. j'allais juste dire que ces solutions-là sont pas nécessairement les premières qu'on va voir. On a besoin de les travailler pour arriver. Donc là, si on se dit, OK, mais non, ça ne fait pas mon affaire, on élimine ça, on continue à faire du brainstorming, un peu à réfléchir, là, c'est quoi qu'on peut. Puis Dieu nous a donné un cerveau qui est créatif, donc on peut le travailler, tu sais, puis prier que Dieu nous donne cette solution-là qui va être gagnant-gagnant. On vous promet de vous donner un exemple plus concret de ça. OK, je regarde le temps ce matin, puis je vais respecter le temps en tout temps.
Et si on oublie quelqu'un en chemin, là, mercredi soir, dites, hey, une Ou solution. ce serait peut-être jeudi soir, des questions-réponses. Voilà, et il y a un exemple direct ici, là, OK? Donc, on va revenir à ça à un moment donné, là, OK? Donc, sixièmement, le principe, c'est un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50. Cela exige un engagement 100-100. OK? Un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50. Cela exige un engagement 100-100. Autrement dit, les deux personnes doivent s'engager entièrement à la réussite du mariage, n'est-ce pas? Spirituellement, émotionnellement, financièrement, sexuellement et toutes les autres mains. OK? On s'engage entièrement. Levez la main si vous avez déjà entendu, soit juste dans les médias, dans la société ou même dans votre parcours de vie, qu'un mariage solide, un mariage heureux, un mariage qui va réussir, va être bâti avec une approche 50-50. Levez la main. Nous autres, on a pris nos cours de préparation au mariage dans une église évangélique en 1979. On commençait à être vieux, chérie, là. Ça fait un bout de temps, ça, là. C'est drôle juste de le dire ce matin, là, OK? En 1979. Et dans ce cours-là, on nous a enseigné qu'il faut que ça soit 50-50. C'est ce qu'on a enseigné, là. C'est faux complètement. C'est complètement faux. Une approche 50-50 est une garantie que votre mariage, pendant toutes les années, en bon français, va être un tug of war, OK? Une bataille à la corde continuelle, OK? Ça n'a pas d'allure, c'est moi qui fais tout. Je te dis, là, elle ne fait pas son 50 là. Toute votre vie. Vous allez vérifier, vos yeux vont être fixés sur l'autre pour voir s'ils font leur 50 et vous allez être frustré. Mais quand on rentre avec la mentalité que ça prend une approche 100-100, que je vais m'engager entièrement à la réussite de ce mariage, si en tant que mari je le fais, si en tant qu'épouse Cathy le fait, là, le mariage est gagnant, n'est-ce pas? Un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50, cela exige un engagement 100-100. Au camp des boulots cette semaine, vous allez avoir, à la fin de chaque enseignement, un temps de discussion, d'atelier.